Salut à tous! Des installations pétrolières et gazières russes brûlent de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne après des attaques de drones ukrainiens. Cela continue de se produire chaque nuit. Chaque nuit, l'Ukraine lance des centaines de drones en territoire russe pour affaiblir la machine de guerre et l'économie de la Russie. L'une des cibles était le dépôt pétrolier de Taman dans le kraï de Krasnodar. Il se trouve juste à côté du pont de Crimée. C'est un terminal d'exportation de GPL, gaz de pétrole liquéfié, et l'Ukraine a frappé cet endroit tellement de fois qu'il est presque surprenant que les Russes essaient encore de l'utiliser. L'Ukraine n'a pas publié la vidéo de Firepoint, mais elle a publié des images fixes et quelque chose a clairement explosé. Une frappe de drone ukrainienne a aussi paralysé la raffinerie de pétrole de Perm en Russie, au cœur de l'Oural. C'est une énorme victoire pour l'Ukraine. Depuis 2 semaines, c'est l'un des principaux objectifs de l'Ukraine, mettre cette station de pompage hors service. Les images avant-après montrent 2 frappes réussies qui ont détruit 6 réservoirs de stockage. Mais l'Ukraine a aussi frappé la raffinerie elle-même. La raffinerie de Perm est maintenant hors service. C'est donc très important. L'Ukraine a aussi frappé la station de pompage de Nurlino au Bashkortostan. L'image disponible montre la station de pompage en feu. Et encore une fois, il y a d'autres réservoirs de stockage qui ressemblent à des cibles très attrayantes pour les drones ukrainiens. La Russie ne peut pas vraiment les protéger. À ce stade, le plan ukrainien devient plus clair. En regardant le réseau d'infrastructures des oléoducs, Perm est un point clé et Nurlino en est un autre. Si ces 2 stations de pompage sont mises hors service, le réseau russe de pompage du pétrole est effectivement coupé en 2. Les champs pétroliers se trouvent dans l'Oural. Ils pompent le pétrole vers l'ouest, mais ils peuvent aussi l'envoyer vers l'est, en direction de l'Extrême-Orient et de la Chine. Si les stations de pompage de Perm et de Nurlino sont toutes 2 hors service, la Russie ne peut plus pomper efficacement vers l'ouest ou vers l'est quand elle en a besoin. Une attaque de drone ukrainienne a aussi provoqué un incendie dans une usine de gaz à Astrakhan, sur la mer Caspienne. Il n'y a pas de bonnes photos ni de bonnes vidéos, mais les données NASA-FIR-MS confirment qu'il y a un incendie. Une image satellite montre que ce matin, des entrepôts ouverts de soufre technique, des monticules de soufre près du centre de chargement ferroviaire sont en feu. Un incendie de grande ampleur a été enregistré avec un nombre important de camions de pompiers sur place. Cela semble précieux, cela semble important, et maintenant c'est en train de brûler. Un incendie majeur aurait également éclaté dans un complexe touristique à Moscou, le Kremlin d'Izmaïlovo. C'est essentiellement un faux Kremlin que les familles et les enfants peuvent visiter. L'Ukraine n'a rien à voir avec cela. Il semble s'agir d'un accident quelconque, mais cela a quand même provoqué un énorme incendie à Moscou, très probablement parce que quelqu'un fumait là où il n'aurait pas dû. Une autre compilation montre aussi la destruction de systèmes de défense antiaérienne russes. La première cible était un système de défense antiaérienne Tor, qui a été touché et détruit. Ensuite, il y avait une sorte de tour de communication, située dans une position exposée, et elle a aussi été détruite. Un autre drone est arrivé vers une autre tour, située juste à côté, peut être un équipement radar ou de communication. Puis, une série de drones Firepoint a frappé un bâtiment utilisé comme poste de commandement militaire russe. L'Ukraine a envoyé au moins 3 ou 4 drones Firepoint sur ce bâtiment. S'il s'agissait de drones Firepoint 1, ils coûtent environ 50 000 $ chacun, ce qui signifie que l'Ukraine était prête à dépenser environ 200 000 $ pour détruire ce poste de commandement. C'était une bonne frappe. Un autre développement intéressant est que la marine russe semble maintenant couvrir toute sa flotte de sous-marins avec des filets anti-drones. Une image satellite de la flotte russe du Pacifique au Kamtchatka en Extrême-Orient le montre clairement. Les Russes sont tellement paranoïaques à l'idée d'une répétition de l'opération Spiderweb qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour protéger leur flotte de sous-marins. Si l'Ukraine parvient à faire pénétrer un seul petit drone dans l'un de ses sous-marins et à y faire un trou, ce n'est plus un sous-marin. Cela devient un piège mortel. Les drones ukrainiens utilisant l'intelligence artificielle chassent maintenant les camions russes en si grand nombre qu'ils croisent leur trajectoire. Cela montre à quel point la situation est devenue désastreuse pour l'armée russe.
L'Ukraine exerce maintenant un contrôle de feu par drone sur l'autoroute ME14. Cette route ravitaille la Crimée, les forces russes à Kherson, le front à Zaporijia, Melitopol et Berdiansk, et elle se trouve entre 100 et 150 km du territoire contrôlé par l'Ukraine. Depuis 4 ans, cette autoroute était hors de portée des systèmes HIMARS. Elle était sûre pour la logistique militaire russe, plus maintenant. L'Ukraine a réalisé une percée dans les drones d'attaque de moyenne portée et ces drones opèrent maintenant sur cette autoroute. La scène est presque absurde. Le premier corps Azov a publié des images montrant un drone ukrainien qui cherchait des camions militaires russes sur l'autoroute et qui a failli entrer en collision avec un autre drone ukrainien cherchant lui aussi des camions militaires russes sur la même route. Ils doivent maintenant faire attention parce que il y a énormément de drones ukrainiens dans les airs. Le 475e régiment d'assaut a également montré des munitions rôdeuses détruisant encore une fois des camions de ravitaillement russes. Cela se produit des dizaines, peut être des centaines de fois par jour en Russie et dans les territoires occupés. L'Ukraine a déployé sa flotte de drones contre les véhicules de ravitaillement parce que elle veut affamer les forces russes sur les lignes de front. Si ces forces ne reçoivent pas de munitions, de nourriture, d'eau, de médicaments ou tout autre ravitaillement nécessaire, elles ne peuvent plus vraiment avancer. United 2.4 a publié un graphique étonnant montrant que l'offensive russe contre Malatokmachka a dépassé les plus grands sièges historiques. Quand on pense aux sièges militaires à travers l'histoire, on pense à Gibraltar, Carthage, Alexandrie, Jérusalem, Constantinople. Mais la Russie essaye de prendre ce minuscule village ukrainien depuis 4 ans. Il s'appelle Malatokmachka et il se trouve sur la route de la ville de Zaporijia. C'est un tout petit village avec quelque chose comme 12 rues. En remontant au 14 mai 2022 sur Deep State Map to Live, les Russes essayaient déjà de prendre cette petite localité de Zaporijia. Aujourd'hui, ils sont toujours là. Et ils ont même perdu du territoire autour du village. C'est maintenant en pratique le plus long siège militaire de l'histoire. Félicitations Russie, vous êtes terriblement mauvaise à la guerre. Les conditions du Kremlin n'ont pas changé. Moscou répète l'exigence formulée par Poutine en 2024 concernant 4 oblasts ukrainiens, alors que l'élan diplomatique vers la paix s'enlise. Oui, Poutine a fait un commentaire laissant entendre qu'il pense que la guerre arrive bientôt à sa fin, mais c'est vraiment pas le cas. Les demandes russes sont identiques à ce qu'elles étaient il y a 1 an et il y a 3 ans. La Russie veut que l'armée ukrainienne se retire de Zaporijia, Kherson, Donetsk et Louhansk. Ce n'est qu'à ce moment-là, peut être, qu'il y aurait un cessez-le-feu. La position russe demeure que le président Zelensky doit ordonner aux forces armées ukrainiennes de cesser le feu, de se retirer de ce que Moscou appelle des régions russes et de quitter le territoire du Donbass. Ce n'est qu'ensuite qu'un cessez-le-feu entrerait en vigueur et permettrait le début de négociations. Ces discussions seraient prétendument très difficiles et comporteraient des détails importants. La Russie affirme maintenir le dialogue par les canaux existants avec les Américains, les États-Unis agissant comme médiateurs et facilitant les échanges d'informations avec la partie ukrainienne. Mais la Russie veut des projets économiques conjoints avec les États-Unis seulement si Washington cesse de lier ses projets à la paix en Ukraine. La Russie abandonne le processus de paix parce qu'elle ne veut pas vraiment la paix. Elle veut que l'Ukraine cède davantage de territoire. Donc, la Russie dit maintenant essentiellement à Trump et à ses enfants de lancer tout de suite les ententes d'affaires et d'arrêter d'exiger un cessez-le-feu ou la fin de la guerre avant le début de la coopération économique. C'est là qu'entre en jeu l'idée de 12 000 milliards de dollars d'entente économique. Trump Tower Moscou, Trump Tower Sébastopol, Crimée, tout simplement de la corruption. Apparemment, dans le dictionnaire pro-Trump, plan de paix signifie maintenant ouvrir la boutique de souvenirs avant même que l'incendie soit éteint. C'est ce que Donald Trump veut. Mais le problème, c'est de savoir comment il l'explique aux Européens et comment il l'explique à sa propre base, alors qu'environ 70 à 80% du mouvement MAGA n'aiment pas les Russes et
soutiennent généralement l'Ukraine moralement, même si c'est pas financièrement. Ils comprennent qui a tort et qui a raison dans cette guerre. La stratégie de communication est simple, vendre l'entente d'abord, puis espérer que personne ne lise la facture. C'est en partie pour cette raison que Zelensky n'abandonne jamais les négociations. Même si Donald Trump n'aide pas, Steve Witkoff n'aide pas, et Jared Kushner n'aide pas, Zelensky continue de participer parce qu'il doit empêcher le scénario inévitable où les pourparlers de paix s'effondrent, Trump lève toutes les sanctions contre la Russie, et les Agangouk, pour le camp pro-Trump, faire semblant de ne pas voir la guerre est apparemment plus facile que d'expliquer pourquoi la grande Zelensky s'est rendu au sommet du B9 à Bucarest, en Roumanie, et son message était que l'Ukraine ne renonce pas aux efforts diplomatiques. L'espoir est que la pression sur la Russie, combinée à des négociations dans différents formats, aidera à instaurer la paix. Les sanctions fonctionnent, les capacités ukrainiennes à longue portée fonctionnent, toutes les formes de pression fonctionnent. L'Ukraine reste en contact constant avec ses partenaires américains, demeure reconnaissante et s'attend à ce que la question de la fin de la guerre russe contre l'Ukraine soit soulevée, même pendant que le président des États-Unis se trouve en Chine. Mais les outils les plus efficaces restent ceux qui peuvent arrêter physiquement les Russes. C'est particulièrement vrai pour le programme PURL, qui permet à l'Ukraine, dès maintenant, alors que l'Europe ne dispose toujours pas d'une production suffisante de missiles antibalistiques, d'acheter des missiles antibalistiques. PURL est important, d'une importance critique. Trump veut seulement faire des affaires avec les Russes parce que il veut l'argent russe pour lui et ses enfants. Il veut des milliards de dollars de Poutine, mais les Russes ne sont prêts à offrir des ententes commerciales à Trump et à sa famille que s'il peut convaincre l'Ukraine de se rendre. Il y a donc cette étrange impasse dans ces pourparlers où l'Ukraine, les États-Unis et la Russie savent tout ce qui se passe vraiment, mais Zelensky doit continuer à jouer le jeu. Voilà à quoi ressemblent réellement ces pourparlers de paix. Des discussions qui ne sont pas vraiment des discussions de paix. C'est de la diplomatie présentée comme un argumentaire immobilier, sauf que la propriété négociée appartient à quelqu'un d'autre. Puis il y a Loukachenko qui annonce des préparatifs de guerre, tandis que des responsables ukrainiens décrivent cela comme une partie de l'agenda informationnel russe. Potatoshenko semble devenir nerveux à propos de quelque chose. Son récent message disait que, comme promis, le Bélarus mobiliserait des unités spécifiques de ses forces armées pour les préparer à la guerre. Il affirmait que tout le monde espère éviter cela, que tout le monde se prépare à la guerre et qu'il ne cache rien. Cela n'a pas beaucoup de sens. Le Bélarus a réussi à éviter la guerre pendant 4 ans, simplement en n'envahissant pas l'Ukraine. L'Ukraine n'a aucune hostilité envers le Bélarus tant que le Bélarus reste dans son propre pays. Mais Poutine veut que le Bélarus fasse ce genre de déclaration pour mettre de la pression sur l'Ukraine. Poutine reste délirant et pense encore que l'Ukraine cédera du territoire si suffisamment de pression est appliquée. Le Bélarus a également construit des sites de lancement pour de possibles invasions futures. Si Poutine lançait une mobilisation massive et appelait 400 000 hommes, il les enverrait à la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine pour attaquer Kiev depuis le nord une nouvelle fois. De plus, ils installent des tours de communication pour maintenir les liaisons avec les drones Shahed. Les drones qui arrivent de Russie volent maintenant le long de la frontière bélarusse à environ 5 à 10 km afin de pouvoir maintenir quelque chose qui ressemble à un signal de tour radiocommunication. Et c'est une tragédie. La Russie a pilonné l'Ukraine dans la plus lourde attaque de drones de toute la guerre sur 2 jours. Il s'agissait d'une attaque de 48 heures, presque continue. Le 13, la Russie a lancé 753 drones contre des villes ukrainiennes. L'objectif était de submerger les équipes de drones intercepteurs et les drones ont emprunté des trajectoires inhabituelles. Des centaines de drones ont longé la côte ou la frontière avec le Bélarus. S'il y avait des équipes de drones intercepteurs dans ces secteurs, elles ont probablement épuisé leurs intercepteurs. L'Ukraine pourrait avoir besoin de caches pouvant être redéployées rapidement ou de réserves profondes situées partout dans le pays, au cas où la Russie répéterait cette tactique consistant à envoyer des centaines de drones sur la même trajectoire pour dépasser les équipes d'interception affectées à ce territoire.
Le lendemain, la Russie a lancé 730 et un drone et missiles. Cette fois, l'attaque comprenait environ 40 missiles balistiques et missiles de croisière. Ce furent 48 heures difficiles pour l'Ukraine et l'attaque était presque continue. Les frappes russes ont tué 9 personnes et en ont blessé 37 à travers l'Ukraine au cours de la dernière journée. Il s'agissait de civils. 9 civils tués, 37 blessés. C'est du terrorisme. Des drones et des missiles ont frappé des immeubles d'habitation pour terroriser la population. Un immeuble d'habitation à Kiev a été touché par un missile. À l'heure actuelle, 5 personnes sont mortes à Kiev à la suite de l'attaque russe nocturne. Environ 40 personnes ont été blessées dans la capitale et 7 autres dans la région de Kiev. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Sur le site de l'immeuble frappé par le missile russe, le reportage d'un journaliste du Télégraphe a clairement montré ce qui s'était passé. Ils ont dû utiliser un robot pour aider. C'était les maisons des gens. Des femmes et des enfants y vivaient. Des personnes âgées y vivaient. Il n'y avait aucune cible militaire à proximité de cet immeuble. Le président Zelensky a identifié l'arme comme étant un missile Kash, un 01, qui a frappé un immeuble résidentiel à Kiev. Le missile a été fabriqué au 2e trimestre de cette année. Cela signifie que la Russie continue d'importer les composants, les ressources et l'équipement nécessaires à la production de missiles tout en contournant les sanctions mondiales. Mettre fin au système de contournement des sanctions par la Russie doit être une véritable priorité pour tous les partenaires de l'Ukraine. L'attaque russe de 1500 drones contre l'Ukraine a été synchronisée avec l'arrivée de Trump à Beijing. Un colonel ukrainien a expliqué que la Russie avait utilisé l'accalmie du jour de la victoire pour redéployer des défenses antiaériennes autour de Moscou et accumuler des drones en vue d'une frappe synchronisée avec l'arrivée de Trump à Beijing. C'est crédible. Trump se rendait en Chine pour parler à Xi Jinping et Poutine voulait impressionner Trump et Xi. Il a donc lancé 1500 drones et fait exploser des immeubles d'habitation. Les dictateurs aiment ce genre de choses. Et bien sûr, l'équipe d'optique pro-Trump peut toujours appeler cela du leadership fort, tant que les caméras sont tournées loin des décombres. Les frappes russes contre des entreprises américaines en Ukraine suscitent aussi des inquiétudes sur le ciblage. Des frappes russes ont touché des installations liées à de grandes entreprises américaines en Ukraine, notamment Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Bunge et Flex, selon le New York Times. Des représentants d'entreprises et des dirigeants du milieu des affaires ont fait part à des responsables américains de leurs inquiétudes, selon lesquelles la Russie attaque délibérément des entreprises américaines. Washington a évité de condamner publiquement la Russie pour ses attaques contre des entreprises américaines en Ukraine parce que Trump s'en fiche. Les Russes pourraient tuer chaque citoyen américain en Ukraine, détruire chaque entreprise américaine, et Donald Trump ne dirait ni ne ferait rien parce que les Russes pourraient lui offrir de l'argent, des milliards de dollars pour lui et ses enfants. Le silence devient une politique quand la facture pourrait encore arriver. Un autre détail sur la carte des trajectoires de vol est que les drones allaient jusqu'à la frontière avec la Hongrie et la Slovaquie. Ce n'est pas une coïncidence. La Russie frappe l'oblast ukrainien de Transcarpathie qui borde la Hongrie avec des drones. Pour la première fois, des experts disent que cela est lié à la fin de l'ère Orban. Maintenant que Viktor Orban a été battu et que le nouveau gouvernement a prêté serment, Poutine bombarde la population hongroise dans cette région frontalière de l'Ukraine. De l'autre côté des Carpates, Viktor Orban s'attendait à annexer ce territoire. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et que le gouvernement de Kiev était censé fuir, l'Ukraine devait être divisée et partitionnée. Un État résiduel devait devenir appauvri et enclavé. Ce territoire devait devenir le tampon de Poutine s'il ne prenait pas tout. Mais Viktor Orban devait être autorisé à annexer cette zone parce qu'elle compte des locuteurs hongrois. Maintenant que Viktor Orban n'est plus là, Poutine bombarde ces gens parce qu'il est malfaisant. C'est ce que font les gens malfaisants. Le nouveau gouvernement hongrois a convoqué l'envoyé russe après la frappe sur la Transcarpathie. C'est terrible et il est transparent de voir à quel point les Russes agissent de manière malfaisante. Pourtant, il faut encore débattre avec une grande partie des gens en ligne qui refusent de l'admettre. Le voyage de Trump en Chine pour parler
avec Xi Jinping porte aussi sur la corruption. Trump parlait de ce voyage et s'en réjouissait depuis plus d'1 an parce qu'il voulait voir combien d'argent les Chinois seraient prêts à lui offrir pour qu'il vende les intérêts de l'Amérique. Son fils Eric Trump cherchait à construire une Trump Tower Shanghai, une Trump Tower Beijing et une Trump Tower Hong Kong. Derrière lui se trouvait Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, lui aussi à la recherche de façon de gagner de l'argent en Chine. Donald Trump et Elon Musk ont pris le même avion, Air Force One, pour se rendre en Chine. Rien ne dit mieux intérêt national que d'emballer la marque familiale dans les bagages diplomatiques. Cela compte à cause de ce qu'Elon Musk a publié le 5 juin 2025, quand lui et Trump se disputaient après que Trump eut mis fin au crédit d'impôt pour les véhicules électriques d'Elon. Musk a écrit qu'il était temps de lâcher la très grosse bombe, que Donald Trump figurait dans les dossiers Epstein et que c'était la vraie raison pour laquelle il n'avait pas été rendu public. Il a souhaité une bonne journée à DJT, a demandé de marquer cette publication pour l'avenir et a affirmé que la vérité finirait par sortir. C'était il y a 1 an et la vérité n'est pas sortie parce que Donald Trump ignore les dossiers Epstein. Il ne les a pas publiés. Il a tout caviardé. Des milliers de documents n'ont pas été rendus publics par le département de la justice parce qu'il s'agit d'une opération de camouflage, une opération de camouflage visant des milliardaires qui ont fait du trafic sexuel et abusé d'enfants. La transparence dans ce style de politique semble consister à ouvrir le rideau, juste assez pour montrer qu'il y a un autre rideau. Warren Gunnels a aussi soulevé la question de la fortune d'Elon Musk. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui vaut 828 milliards de dollars, a dépensé 290 millions de dollars pour faire élire Trump, est devenu plus riche de 563 milliards de dollars après l'élection de Trump. Dans le même temps, il a mis fin à une aide humanitaire dont la suppression a entraîné la mort de 4-5 millions des enfants les plus pauvres du monde. Musk n'a eu qu'à dépenser 290 millions de dollars pour augmenter sa valeur nette de 563 milliards de dollars et devenir l'oligarque le plus important de Trump. Trump et Musk se sont peu être disputés l'an dernier, mais ils se sont réconciliés. La seule chose sur laquelle ils peuvent s'entendre, c'est de vendre les intérêts de l'Amérique pour devenir aussi riche que possible. C'est honteux. Dans cette version du patriotisme, le drapeau flotte fièrement juste à côté de l'état des profits. Le Chinois Xi a averti Trump au sujet de Taïwan lors du sommet de Beijing. Xi est un dictateur qui restera le dirigeant de la Chine jusqu'au jour de sa mort. Il a déjà pris tout l'argent qu'il voulait et l'a fait parvenir à sa famille et à ses amis. Il a ses propres oligarques loyaux et le Parti communiste. Xi n'est donc pas motivé par l'argent. Trump, lui, l'est. Xi veut le contrôle de Taïwan. Il veut que son armée et sa marine sortent de la première chaîne d'îles. Le tremplin de cette conquête de l'Asie, c'est Taïwan. Trump n'a fait aucune déclaration disant qu'il est prêt à abandonner Taïwan ou à refuser de défendre Taïwan. Mais l'invasion continentale aura probablement lieu l'an prochain. Xi ne se soucie que d'une chose, abandonner Taïwan. Trump ne se soucie que de l'argent. La question est de savoir combien d'argent la Chine est prête à lui donner pour qu'il vende les intérêts de l'Amérique en Asie. Pour le comptoir de vente pro-Trump, les alliances ne sont apparemment pas des engagements, ce sont seulement des articles en attente d'une meilleure offre. Cela rappelle 1984 de George Orwell. C'est ce que Trump imaginait lorsqu'il est revenu au pouvoir. 3 superpuissances géantes, les plus grandes économies du monde et les armées les plus puissantes, et ainsi de suite. Trump veut contrôler l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Les Russes peuvent avoir l'Afrique et l'Europe. La Chine peut contrôler l'Asie de l'Est et probablement aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, parce que Trump ne semble pas aimer ces gens ni s'en soucier. Voilà à quel point le gouvernement est devenu insensé. Le compte officiel de la Maison-Blanche a repartagé une publication de Trump sur Truth Social appelant le Venezuela le 50 et une État. Évidemment, Trump provoque tout le monde. Il ne donnerait jamais la citoyenneté à 20 ou 30 millions de personnes hispanophones brunes parce qu'il déteste ces gens. Si le Venezuela devenait le 50 et une État, ils auraient tous des passeports américains et déménageraient immédiatement aux États-Unis pour obtenir un emploi ou une vie meilleure.
Trump veut que le Venezuela devienne quelque chose comme une colonie vassale, où le gouvernement contrôle les ressources naturelles et s'enrichit lui-même et ses alliés en échange d'un homme fort à la tête du pays. Ils peuvent se livrer à la corruption. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, le peuple ne compte pas. La marque dit 51 États, la politique ressemble plutôt à actif géré. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des informations publiques, mais personne n'en parle. Ce que MAGA veut créer s'appelle le Technate of America, ou une grande Amérique du Nord. Trump veut annexer et contrôler le Canada et ses ressources, le Groenland et ses ressources, et contrôler généralement l'Amérique centrale. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est du canal de Panama. Ils veulent contrôler Cuba avec des hôtels de luxe et des complexes balnéaires pour le 1% américain. Ils veulent aussi contrôler les champs pétroliers du Venezuela. Il y a beaucoup de pétrole sous le Venezuela. C'était la vision présentée par le secrétaire à la guerre Pete Hegseth dans un discours disponible sur C-SPAN sous l'idée de la Grande Amérique du Nord. Hegseth a présenté sa vision d'un continent nord-américain unifié contrôlé par MAGA. Cela a reçu presque aucune couverture médiatique, parce que c'est insensé. Ils sont insensés. Quand le slogan devient trop grand pour la carte, le communiqué de presse appelle simplement cela de la stratégie. Pendant ce temps, la Chine est l'ennemi à tous les niveaux. La Chine et la Russie sont des ennemis, mais Trump s'en fiche parce qu'elles sont riches et corrompues. Et il aime cela. La Chine aide la Russie à développer des technologies de missiles et de drones pour la guerre contre l'Europe. La Chine vend des satellites de haute technologie à l'Iran pour qu'il puisse cibler des bases américaines. La Chine a financé l'économie du Venezuela en achetant son pétrole. La Chine est aussi la seule chose qui maintient le régime nord-coréen en vie. Sans le soutien militaire et financier direct de la Chine, la Corée du Nord s'effondrerait et la péninsule coréenne pourrait être réunifiée. Donc oui, la Chine est malfaisante à sa manière et elle va envahir Taïwan. Cela peut sembler être une digression, mais il se passe beaucoup de choses et le monde est compliqué. Sur l'Iran, le coût du conflit américain avec l'Iran approche les 29 milliards de dollars selon le Pentagone. Mais le Pentagone ment sur le coût réel de cette guerre. Elle coûtera, ou a déjà coûté, bien plus que 29 milliards de dollars. Certaines estimations disent qu'elle coûtera jusqu'à 1000 milliards de dollars au peuple américain en raison de la dévastation économique. Le coût réel pour l'économie américaine et pour les 330 millions d'habitants du pays pourrait se situer entre 630 milliards et 1000 milliards de dollars. Cet argent va aux compagnies pétrolières et gazières américaines parce qu'elles réalisent des profits records après la hausse des prix du pétrole provoquée par une nouvelle guerre lancée par Trump au Moyen-Orient. Un miracle très familier, risque public, profit privé et discours de tribune sur la force. Le renseignement américain affirme que l'Iran conserve la plupart de ses sites de missiles. Une évaluation confidentielle du renseignement provenant d'une agence américaine et transmise au New York Times a conclu que l'Iran possède encore environ 70% de ses lanceurs mobiles à travers le pays et environ 70% de son stock de missiles d'avant-guerre. Ce stock comprend des missiles balistiques capables de cibler d'autres pays. L'Iran dispose encore de 70% de ses lanceurs et de ses missiles balistiques après que Donald Trump leur a tout envoyé pendant le premier mois. Trump attend maintenant de revenir de Chine avant de bombarder de nouveau l'Iran. Cela signifie qu'il faut s'attendre à des déclarations délirantes dans les prochains jours sur l'anéantissement d'une civilisation entière. La conférence de presse appellera probablement cela de la fermeté. Parce que échec coûteux avec feu d'artifice ne tient pas très bien sur une bannière de campagne. Il y a quand même de bonnes nouvelles pour l'Ukraine. La Slovaquie augmentera ses livraisons d'obus d'artillerie à l'échelle du million. La Slovaquie élargira ses livraisons de munitions à l'Ukraine alors que son industrie de défense augmente sa production d'obus. C'est une véritable bonne nouvelle et la Slovaquie mérite d'être saluée pour cela. L'Ukraine Support Act a aussi obtenu assez de signatures pour forcer un vote à la Chambre des représentants des États-Unis, même s'il ne faut pas trop s'emballer pour l'instant. Mike Johnson bloque tout vote à la Chambre visant à fournir une aide militaire à l'Ukraine, mais il existe une procédure appelée pétition de décharge. Cette pétition de décharge était bloquée autour de 217 signatures depuis longtemps. Tous les démocrates l'ont signée,
ainsi que les républicains Brian Fitzpatrick et Don Bacon. Ils ont aussi convaincu Kevin Kelley de Californie, ancien républicain et maintenant indépendant, de la signer. Ils pensent peu être que devenir indépendant l'aidera à se faire réélire, mais quelqu'un l'a convaincu de signer la pétition. Cela signifie que le projet de loi sera maintenant soumis au vote en séance à la Chambre, malgré l'opposition du président de la Chambre, Johnson, et de Donald Trump. Le projet de loi autorise 3 milliards de dollars d'aide militaire et jusqu'à 8 milliards de dollars supplémentaires en prêts directs. Si le vote a lieu, il sera probablement adopté. Ensuite, le Sénat pourrait être voté, mais John Thune devrait accepter, et il n'acceptera pas. Même si la Chambre et le Sénat l'adoptaient tous les deux, Donald Trump devrait éviter d'y opposer son veto. Même si son veto était renversé et que l'argent était alloué, Pete Hegseth pourrait simplement ne rien en faire. C'est toute la beauté de la politique d'obstruction. Même l'aide peut être transformée en labyrinthe avec un slogan de campagne à l'entrée. Cela reste néanmoins un développement positif. C'est probablement une conséquence de toutes les nouvelles remarquables venant d'Ukraine. L'Ukraine est maintenant décrite comme la Silicon Valley du développement de drones. Cela a peut-être suffi à intéresser et à enthousiasmer certaines personnes. Cela peut mener à des votes positifs. Mais au bout du compte, Trump favorise la Russie et le gouvernement des États-Unis a peu de chances d'aider l'Ukraine de manière significative tant que la Maison-Blanche ne changera pas. La ligne pro-Trump peut louer la force toute la journée, puis paniquer dès que cette force est ukrainienne. Le président Zelensky était en Roumanie pour le sommet du Bucarest 9, où plusieurs pays partenaires solides étaient présents. La Lituanie mérite une mention spéciale. La Lituanie a signé un accord sur les drones pour renforcer la coopération en matière de défense avec l'Ukraine. Le président de la Lituanie a tenu une cérémonie de signature avec Zelensky pour un accord de coopération dans l'expertise de défense et l'industrie de défense. La Lituanie a agi rapidement et l'Ukraine a toutes les raisons de lui être reconnaissante. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt